Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, la colère monte chez les commerçants du col de l'Arche. Le col est toujours fermé à la circulation. Les réactions dans un instant. Combien y a-t-il de droite à Briançon? Plusieurs. Il y a même des divergences au sein de l'UMP à quelques semaines des municipales. On vous dit tout dans un instant. Et puis zoom en fin d'édition sur Lionel Daudet, l'alpiniste au alpin, sort un livre. Il fait la tournée des médias nationaux. Son récit en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce jeudi dans les Alpes du Sud. Du soleil avant une semaine de neige. Et oui. Allez, avant toute chose, bien sûr, la neige, elle est tombée en abondance. Aujourd'hui, dans les Alpes du Sud, il a neigé jusqu'en dessous de la Sols, une vingtaine de centimètres à Briançon, 5 cm en Ubaye, 15 cm dans le Champsaur. Les routes sont glissantes, attention, la circulation est interdite aux poids lourds dans le département des Hautes-Alpes. On fait un point complet tout de suite avec Marcel Cana, le vice-président du Conseil général en charge des routes. Bon, mis à part les quelques soucis que nous avons sur le col du Lotaret, où nous avons dû fermer le col, et on sait que nos équipes vont travailler toute la nuit pour prévoir une ouverture matinale demain, si on peut, vers 7 heures, à condition qu'on n'ait pas un fort doux et un fort risque d'avalanche. Bien s'additionner donc la fermeture du col de Vars, puisque le risque d'avalanche est à 4 sur 5 dans ce secteur-là, aussi qu'il y a une coulée dernièrement là, dans l'après-midi qui nous a obligés de fermer ce col de Vars. Sinon, sur l'ensemble du réseau routier, bon, on demande la plus grande prudence et à partir du moment où nous sommes équipés, ben, écoutez, je pense que ça peut rouler normalement. Nous sommes dans un département de neige et c'est vrai qu'il faut faire face en sachant qu'on nous annonce un jour oui, un jour non, les prévisions météo, c'est-à-dire que demain beau, ainsi de suite, et après-demain mauvais. Donc, on appelle la plus grande prudence. Alors tout devrait rentrer dans l'ordre dès ce jeudi, mais c'est à partir de vendredi que ça se gâte, une semaine complète de neige. Le point avec Christophe Adon. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas neigé aussi vite. Je débarrasse 30 cm, dont 20 cm qui sont tombés quasiment en 2 heures. Bon là c'est terminé, le temps se dégage sur l'ouest des Hautes-Alpes et puis la neige commence à diminuer d'intensité sur l'est. La nuit va être claire, puis demain on va retrouver une journée plutôt agréable. Effectivement, vendredi, attention, on pourra avoir un petit peu la même chose qu'aujourd'hui. Alors, à savoir que la limite nuage sera un petit peu plus haut. On devrait être moins embêté dans les vallées. Vendredi, donc, il devrait neiger. Samedi matin, une accalmie. Et puis, samedi après-midi, à nouveau, le temps va s'ouvrir. Il va recommencer à neiger dans la nuit de samedi à dimanche, encore un petit peu dimanche. Et puis, à surveiller lundi. Lundi, on pourra avoir une perturbation vraiment très, très active avec des chutes de neige abondantes. Donc, je vais surveiller ça tous les jours. Et puis, je vous en dirai plus au fur et à mesure. Et puis, mardi aussi et mercredi prochain, il pourrait faire mauvais et neiger. On continue à neiger en montagne. Allez, on poursuit ce journal avec le coup de gueule des commerçants du col de l'Arche. Le col n'a toujours pas réouvert, ce qui provoque la colère des commerçants puisque les touristes italiens ne peuvent pas venir dépenser leur argent dans la vallée de l'Ubaye. Alors les commerçants préviennent, ils vont mettre le bordel. Écoutez ce commerçant de Méronne. On attend désespérément que nos politiques fassent quelque chose. Le col est fermé, on ne peut pas travailler, on a une perte phénoménale. On va faire signer une pétition dans la vallée, on va rassembler un maximum de monde et si effectivement nos politiques ne sont pas capables de faire le travail, nous allons ouvrir nous-mêmes le col. Moi, par exemple, pour mon locatif, je n'ai pas pris une location du mois de janvier. Le mois de février, j'ai l'habitude de travailler avec des gens du 06. Pour le mois de février, j'ai quasiment personne. Ah là, maintenant, on est au bout du rouleau, donc on n'a rien à perdre, donc on va mettre le bordel. Et les politiques de leur côté connaissent bien le sujet. Ils souhaitent prendre le taureau par les cornes. Comme Michel Enfranqui, le président de la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye, il était notre invité ce midi. C'est toujours les politiques qui sont responsables, bien évidemment. Dans cette affaire, il faut quand même garder son calme et savoir de quoi on parle. Il y a deux versants dans un col. Il y a le côté italien et le côté français. Côté français, on n'a pas de grandes difficultés. Il n'y a pas de zone très avalancheuse. Côté italien, il n'en est pas de même. Et donc, même si je n'approuve pas ce qui se passe, parce que c'est vrai que quand il y a avalanche, tout le monde est d'accord pour fermer le col, mais il y a eu de grandes périodes sans menace d'avalanche et le col était quand même fermé. Ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que le côté italien ne joue pas le jeu dans le transport des biens et des personnes. Autre homme politique concerné par ce dossier, Pierre-Aimé Houde, le maire de Vars, il était notre invité ce midi sur l'antenne de d'ici Radio. Il y a un manque à gagner pour la station de 80 à 100 000 euros, c'est ce qu'il a déclaré. À l'origine de la fermeture du col de l'Arche, une facture à payer de 4 000 euros, c'est dérisoire. Écoutez Pierre-Aimé Houde.
Le préjudice pour les remontées mécaniques de Vars à ce jour peut être estimé entre 80 et 100 000 euros au niveau des remontées mécaniques. Et il y a même une plainte qui a été déposée le 13 janvier auprès du procureur de la République. C'est pas une petite affaire. Ah oui. Et en gros, Michel a raison de le dire, ce qui se passe, et c'est surréaliste. En gros, il y a eu donc une difficulté entre l'ANAS et la Commission des avalanches locales concernant une facture de 4 000 euros que personne ne voulait payer. Et c'est au final la région, par l'intermédiaire d'un chargé régional du tourisme, Alberto Sirio, qui a décidé de payer. Mais on marche vraiment sur la tête. On savait qu'il y avait deux droites à Briançon pour les élections municipales. Romain Grisca, candidat d'hiver droite, et Arnaud Murgia, candidat UMP. Oui, mais voilà, même à l'UMP, il semble y avoir quelques divergences. Le point avec Samir Mathieu. Monique Estachi, conseillère générale, Karine Escalier et Philippe Cézanne. Ce sont les trois absents remarqués lors de la présentation de la liste d'Arnaud Murgia. À Briançon, l'absence de ces cadres de l'opposition a fait réagir. Chez les opposants d'Arnaud Murgia, certains parlent de désamour ou de division. Nous sommes allés poser la question aux acteurs concernés. Rien de tout cela, selon eux. Il s'agit d'une décision purement personnelle, selon Karine Escalier. Alors en effet, il paraît qu'il y aurait peut-être autre chose pour ce que disent les gens, en tout cas sur Briançon. Pour nous, ça change rien. Il y a un candidat UMP investi et bien sûr qu'on le soutient puisqu'on le soutient depuis le début, donc on va pas revenir là-dessus. Même choix pour Monique Estachi qui souhaite se consacrer uniquement à son mandat de conseillère générale en charge des solidarités. Il se murmure même que Monique Estachi mettra d'ailleurs un terme à sa carrière politique dès la fin de son dernier mandat au département l'an prochain. Pourquoi je ne suis pas sur la liste? Tout simplement parce que j'ai une année supplémentaire à faire au Conseil général, que j'ai une délégation qui me prend 100% de mon temps et que je souhaite assumer cette délégation des solidarités complètement. Voilà, c'est tout simple. J'aurais fait 2 mandats de 7 ans. Et il me semble qu'aujourd'hui, il faut laisser la place à d'autres et aux jeunes. Voilà. Arnaud Murgia, quant à lui, souligne le soutien de ses élus qui font partie de son comité de soutien et insiste sur la nécessité de renouvellement des générations. Monique Estachi, c'est en partie grâce à elle que j'ai pu démarrer cette aventure. C'est d'une part une amie, en plus quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération. Donc vous savez, j'aurais aussi, dans ces cas-là, pu proposer à Samuel Peterman d'être sur ma liste, à Georges Chabat qui me soutient aussi. Mais voilà, vous savez, à un moment, il faut savoir, quand on fait une liste, proposer à la fois de l'expérience et du renouveau. Donc c'est un choix qu'on a fait tous ensemble. Et ce choix me semble très équilibré. Alors l'absence de ces cadres de l'UMP sur Briançon, sur la liste d'Arnaud Murgia, est-elle seulement le fruit du hasard ? Pas forcément, si l'on en croit Philippe Cézanne, le responsable de l'UMP à Briançon et trésorier départemental du parti. Il faut avoir l'humilité quand même de dire que la composition de la liste ne nous appartient pas. Monsieur Murgia est seul maître à bord et on n'a pas à nous prononcer sur la composition de la liste. On est là pour le soutenir. Point. Concrètement, c'est les bonnes décisions qui ont été prises. De toute façon, c'est pas mon avis qui compte, c'est celui des Briançonnais. Donc, je vous donnerai la réponse au sort du deuxième tour. Et le fait que les 3 personnes étaient absentes, notamment vous et Madame Estachi, vendredi, c'était dû à quoi en fait ? On n'a pas pu nous déplacer, mais il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'était un pur hasard en fait, qu'il y ait aucun des 3 personnes concernées qui étaient présentes. Tout dépend de ce qu'on appelle un pur hasard. Alors, simple péripétie sur la composition de la liste UMP-UDI à Briançon ou véritable malaise entre le candidat et son parti ? La réponse sera donnée dans les urnes dès le 23 mars prochain. Cela aurait pu faire jurisprudence et semer la pagaille dans de nombreuses communes. Finalement, les jeunes de Saint-Léger-les-Mélèzes pourront voter au municipal en mars prochain. Un recours avait été déposé devant la justice par un habitant de Saint-Léger qui s'opposait à ce que ces jeunes qui n'habitent plus dans la commune puissent voter en mars prochain. Bref, la justice a rendu sa réponse hier, son verdict. Écoutez le témoignage du maire de la commune, Gérald Martinez. Il est ravi pour ces jeunes. Ils sont nés là, ils ont habité jusqu'à il y a peu de temps sur Saint-Léger, donc c'est vrai que c'est une bonne chose pour eux. Donc là, ils avaient la volonté de voter toujours là, puisqu'ils ne s'étaient pas fait rayer des listes. J'ai eu leurs parents qui m'ont rappelé, mais autrement, je ne les ai pas eu directement. Voilà. Ils participent à la vie communale tout le temps. Il y en a plusieurs qui travaillent sur la commune, ils en ont encore de toute façon. Et puis voilà, ils ont gardé leur attache, leur maison familiale, ils y sont tous les week-ends. S'il y a une liste qui se monte en face, je veux dire, voilà, il y a des projets à faire sur le village, plus que des polémiques. Donc voilà, non, je vais proposer un programme et puis voilà, le reste après, ça ne me regarde pas.
Sport maintenant et J-2 avant les JO de Sochi. Les sportifs arrivent peu à peu en Russie. C'est le cas des hauts alpins comme Coralie Hug qui a ouvert hier les portes de sa chambre à une équipe de France Télévisions. Le reportage. À J-3, le calme règne encore dans les villages olympiques. Mais fait nouveau, il y a des signes de vie aux fenêtres. La délégation française arrive au compte-gouttes et découvre ses appartements. Bonjour, bienvenue chez les fondeuses. Les fondeuses, comprendre les championnes de ski de fond. Premiers Jeux Olympiques, pour elle est une bonne surprise, le confort des appartements. Voilà, on est super bien logés. On a déjà un grand salon et puis 2 chambres. Voilà, faire visiter ma petite chambre. 12 mètres carrés la chambre, pour 2, ce sont les normes olympiques. On a pris place hier, possession des lieux. Donc voilà, on voit 2 petits lits très sympas. Ce chalet rassemble 27 athlètes français, mais cet après-midi, beaucoup étaient déjà sur les pistes. Objectif, prendre des repères. Parmi eux, Martin Fourcade, l'une des plus sérieuses chances françaises de médaille au biathlon. Il piaffe d'impatience. Ça fait 4 ans qu'on en parle. C'est comme un cheval dans un box qui est en train de taper pour sortir. Voilà, j'ai seulement envie de courir. Et puis ces échauffements sont aussi l'occasion d'observer ce que fait la concurrence. Au total, 115 athlètes représenteront la France pour ces Jeux Olympiques. La dernière fois à Vancouver, les Français avaient eu 11 médailles. Ils espèrent cette fois-ci faire au moins aussi bien. Sport toujours avec les premiers coups de volant de Seb Ogier au rallye de Suède. Petite journée pour le champion du monde des rallyes. Le Champsaurin est à 7 secondes des leaders dans le check-down. Un check-down remporté par Matos Berg devant Jari-Matti Latvala et Thierry Neuville. Un peu de culture maintenant. Mercredi, c'est jour des sorties et jour des bilans aussi pour les films. Le film Minuscule, film d'animation tourné dans les Alpes du Sud, fait un véritable carton. Plus de 400 000 entrées en France en une semaine. Près de 1000 entrées également à Gap. C'est ce que nous explique le gérant du Palace. Alors nous, évidemment, donc ça a été le blockbuster de la semaine. C'est le film qui a fait le plus d'entrées lors de la semaine de lancement. Bon, évidemment, on a été beaucoup aidé par les médias locaux qui ont relayé l'info du tournage dans le Parc des Écrins, l'avant-première dimanche dernier avec une partie de l'équipe du film, etc., ce qui a permis de dynamiser les entrées. Et d'une manière générale, c'est un très bon démarrage. Pour un bon démarrage, nous, on va dire que c'est un film qui fait entre 500 et 1000 entrées en première semaine. C'est un équivalent américaine, moyenne zone. Voilà, c'est l'équivalent quand même d'un film porté par les médias grand public. Oui, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé, très très sympa, autant pour les grands que pour les petits. Un an après son Dode Tour, Lionel Daudet fait partager son expérience. L'alpiniste au alpin sort un livre. Il fait la tournée des médias nationaux en ce moment même. Alors, il évoque ses expériences, ses rencontres et ses faiblesses également. Le récit d'Annick Berger. Le Dode Tour, c'était l'aventure complètement folle lancée par Lionel Daudet en juillet 2011. Un tour de France par les frontières, sans engin motorisé et à la seule force de ses bras et de ses jambes. 17 mois plus tard, en novembre 2012, Lionel Daudet réussissait son pari au sommet du Mont Blanc. Une aventure et des rencontres desquelles il a tiré un livre, le Tour de France exactement, qui paraîtra le 12 février prochain et qui fait la une des médias aujourd'hui. Un livre pour raconter la richesse de son pari qu'il explique. Il était d'ailleurs sur France 3 il y a quelques jours. Est-ce qu'on demande à un musicien pourquoi il joue de la musique, pourquoi des gens vont au JO à Sochi pour un quart de seconde sur une piste de ski? Non, je crois que tout simplement l'aventure participe d'un élan de l'homme vers le haut tout simplement. Et quelque part, ce genre de voyage amène un peu d'oxygène aux gens. Voilà, de l'homme vers le haut et de l'homme avec d'autres hommes, parce que vous avez été suivi, accompagné, suivant pendant ces 15 mois, au fil de ces 5000 kilomètres, des gens sont venus vous aider, vous accompagner. Exactement, il y avait des gens qui venaient d'une manière complètement gratuite, qui me contactaient sur Internet, sur Facebook. Après, il y avait des compagnons de cordée qui m'ont rejoint à différents endroits. C'était quelque chose d'éminemment collectif, en fait. C'est se rendre compte que justement... l'aventure peut être aussi éminemment humaine et qu'elle peut apporter beaucoup dans le sens du partage, beaucoup dans le sens de la solidarité et puis finalement des valeurs de notre République. Un exploit sportif, bien sûr, il aura parcouru plus de 5000 km, mais surtout une aventure humaine pour cet alpiniste, victime d'un grave accident il y a 10 ans où il a dû être amputé de 8 orteils. Cet amoureux de l'aventure aura en tout cas grandi durant son Dode Tour, où la performance a rejoint la rencontre et le dialogue. On part avec une idée
préconçu sur la France. On part avec ce que j'avais dans ma tête et finalement ce voyage sur la frontière m'a amené finalement à toucher du doigt ce qui était pour moi réellement la France. Alors des clichés qui sont, je dirais, révélés complètement vrais, par exemple une extraordinaire diversité, et puis aussi des choses qui sont un peu à l'opposé de ce qu'on entend dans les médias, c'est-à-dire qu'on a une vision très très morose de la France, et pour moi au contraire ça a été beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accueil, beaucoup de sympathie, et quelque part, pour moi, ça m'a touché aussi dans le fait de me sentir français et de dire les gens aiment leur pays, même si effectivement il y a des difficultés et même si ça peut être parfois dur au quotidien pour eux. Le Tour de France, exactement, ou l'histoire de la folle aventure de Lionel Daudet sur les frontières de France. Un livre d'aventure et de rencontres avant, c'est en projet, la sortie du film sur le désormais fameux Tour. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Un cargo espagnol échoué à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le bateau s'est brisé mercredi matin sur une digue. Tous les membres de l'équipage ont été évacués. Une pollution maritime est à craindre. Le cargo contient en fioul l'équivalent de 4 camions-citernes. Moment très solennel, la flamme olympique arrive à Sotchi, après avoir parcouru quelques 65 000 km à travers la Russie, alors que des manifestations sont prévues dans le monde entier contre une loi russe anti-gay. La flamme terminera son long périple vendredi soir, au stade Fitch, lors de la cérémonie d'ouverture. Le Conseil d'État suspend le délai de 15 minutes imposé aux véhicules de tourisme avec chauffeur, les VTC. Le décret en question n'est donc plus en vigueur jusqu'à ce que le juge administratif statue sur le fond. Les représentants des taxis considèrent les VTC comme une concurrence déloyale. Vers un règlement à l'amiable entre l'UE et Google, la Commission européenne annonce avoir accepté les engagements proposés par l'entreprise américaine pour remédier aux entraves à la concurrence. Google pourrait éviter ainsi une amende de près de 4 milliards d'euros, une excellente nouvelle pour les géants d'Internet qui pourraient faire l'objet d'un redressement fiscal d'1 milliard d'euros en France. Le naufragé du Pacifique se prépare à rentrer chez lui au Salvador, après avoir été récupéré par un patrouilleur des îles Marshall sur un atoll isolé. Le pêcheur mexicain affirme avoir dérivé plus d'1 an sur 12 500 km, se nourrissant d'oiseaux, de poissons et de sang de tortues de mer. L'actu d'ici et d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr